Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur le shell bash. Aujourd'hui, on s'installe confortablement et on parle de quoi? On parle des variables d'environnement. Alors, ce sujet est assez mystique pour certains et franchement, il devrait pas l'être. Je dis ça, ça fait 3 fois que je recommence la vidéo et j'espère que c'est la dernière parce que c'est compliqué de mettre les choses en ordre pour vraiment expliquer dans le bon ordre les choses. Bon, concrètement, déjà, on va essayer de définir les choses point par point. Qu'est-ce que c'est qu'une variable de manière générale si vous ne faites pas de programmation, etc. Mais bon, si vous avez fait un peu de maths, normalement, vous savez ce que c'est. C'est juste un identifiant, une clé, qui est associée à une valeur. Typiquement, en maths, on peut penser à, je sais pas, x égale 4, par exemple. Je dis x égale 4 et y égale 8. Bon, bah, x, c'est le nom, y aussi. Et on a la valeur 4 qui est associée à x et la variable 8 qui est associée à y, si j'ai pas dit l'inverse. Voilà. Donc ça, c'est juste un concept de variable. Le shell, le shell bash, il supporte, comme beaucoup d'autres shells, il supporte deux types de variables. Il supporte les variables, enfin, peut-être un peu plus en vrai, mais en gros, deux grands types. Il supporte les variables locales, c'est-à-dire qui sont locales à la session de bash que vous êtes en train de faire tourner, et les variables d'environnement. Le concept d'environnement n'est pas du tout le même que le concept de variable locale. On va voir pourquoi en fait, on va voir la différence. Mais simplement, si je veux déjà jouer avec des variables locales, si vous avez déjà utilisé ça en shell bash, je peux par exemple dire, je sais pas, variable égale 5. Donc ça, qu'est-ce que ça fait? Ça va simplement définir dans mon bash localement, ça va définir une variable qui vaut la valeur 5. Comment je fais pour tout simplement décider d'afficher par exemple cette variable? Ça, on reviendra dessus dans une vidéo sur l'interpolation. En fait, je vais donner une syntaxe spécifique à mon shell. Donc, je vais lui dire $variable. Ce qui va se passer, c'est que le dollar, quand mon shell, en fait, il voit, donc mon shell, il reçoit cette ligne de commande, il voit $variable, il va changer $variable par la valeur de la variable si la variable existe, et ensuite echo va recevoir non pas $variable, mais 5. Et donc echo, lui, ne gère pas directement le concept de variable, c'est le shell qui va substituer ce morceau-là par la vraie valeur. C'est ce qu'on appelle l'interpolation en français, je crois. Je dis peut-être des bêtises. Mais il y a plein de choses comme ça. L'interpolation, ça va très loin. On peut utiliser des guillemets simples, des guillemets doubles pour inhiber certains comportements, etc. Ça, c'est vraiment une vidéo à part entière et ce sera pas hyper évident à faire, je le sens d'avance. Et donc là, si je fais ça, ça m'affiche 5. Tout simplement parce que la variable est définie localement. Ok. Mais donc là, j'ai dit, c'est pas une variable d'environnement en fait. Ben, déjà, euh, comment est-ce que je peux voir l'environnement si j'ai envie de voir les variables d'environnement qui existent? Vous avez déjà sûrement dû les manipuler ou en entendre parler ou même en voir un peu. Vous savez peut-être que vous pouvez utiliser la commande env. La commande env, lorsqu'elle n'a pas d'argument, elle va afficher toutes les variables d'environnement qui sont dans l'environnement du processus courant. Je dis du processus courant, c'est très important, je vais imager ça, je vais vous dessiner des trucs juste après, on innove aujourd'hui. Donc env, j'ai quoi? J'ai tout simplement une jolie syntaxe avec, ici on voit, avec nom de la variable égale pour la valeur et la valeur que j'ai ici. Voilà, donc là on voit, j'ai pas énormément de variables si je vous compare avec l'environnement de mon vrai système, parce que là je suis dans une VM, à droite je suis dans une VM Ubuntu, et à gauche je suis sur ma distro Gentoo. Voilà, et donc là on voit j'ai quand même un peu plus de variables d'environnement parce que forcément j'ai plus de configuration, j'ai moi-même configuré des trucs, etc. Donc voilà. Euh, et concrètement, cet environnement, si vous êtes sur et encore moi j'ai un environnement minimal, mais si vous êtes sur une distribution avec un environnement graphique type Ubuntu ou Debian ou je sais pas, vous aurez sûrement une liste encore plus longue. Moi, de ce que j'ai pu voir en général, ou même sur Mac, vous en avez généralement entre 40 et 50. Là, il y en a une vingtaine, mais en moyenne, c'est un peu la tendance que j'ai pu observer pour avoir administré pas mal de petites machines. Voilà, bon, on s'en fout du nombre, mais voilà. Et concrètement, à quoi ça sert en fait ces variables d'environnement? Elles servent à indiquer des informations aux processus qui vont être lancés par la suite. C'est-à-dire par exemple,
Peut-être que je vais lancer une commande et que cette commande, elle a envie de savoir finalement quelle shell j'utilise pour, je sais pas, adapter son comportement en fonction. Je sais pas, imaginons une commande qui, je sais pas, qui gère un truc du shell ou je sais pas, voilà. Et ça peut être ça pour plein de choses, hein. Ça peut être ça pour énormément d'informations, par exemple la langue, la locale utilisée, voilà. Donc ça permet de passer plein d'informations. Et c'est pour ça que c'est très utilisé notamment. Maintenant, vous vous posez sûrement la question de comment je fais pour changer les valeurs de cette variable. Et c'est tout l'objet de cette vidéo. Mais avant, j'aimerais qu'on explique rapidement comment ça marche cette histoire d'environnement. Juste un petit détail, vous remarquerez que $variable n'est pas présent, hein, du coup. Puisque comme je l'ai expliqué, ce n'est pas une variable d'environnement, on ne l'a pas exportée. On va parler après de ce que c'est qu'exporter, mais elle ne fait pas partie de l'environnement, cette variable. On va pouvoir l'intégrer à l'environnement, mais pour le moment, c'est pas le cas. Donc on la voit, elle n'est pas affichée. Maintenant, on va sortir un petit carnet de dessin, si vous permettez. Et donc, on va dessiner rapidement. Alors, je vais essayer en tout cas. En gros, ce qui se passe pour l'environnement. Donc là, on imagine, j'ai mon processus bash. Donc, c'est la commande /bin/bash. Et j'ai l'environnement ici. Donc, l'environnement, c'est concrètement ce que je viens d'afficher là, en fait, hein. L'environnement de mon shell bash, c'est ça, hein. Et je vais lancer une commande qui, par exemple, s'appelle ls. Donc je vais lancer une commande ls / pour aller lister la racine. Donc ça, c'est concrètement, je traduis ça, je fais ls, pardon, tac, je fais ls /. Et donc là, je liste la racine, par exemple. Ok. Qu'est-ce qui va se passer avec l'environnement, en fait? Eh bien, l'environnement de bash, donc que j'ai listé juste avant, va tout simplement être passé à ls. Donc l'environnement d'ls, donc du processus ls, je rappelle, ce sont deux processus différents. Là, on dit qu'en fait, on a le processus parent, donc bash, qui va tout simplement exécuter un nouveau processus. Donc je vais écrire en français. Un processus donc enfant. Et donc le processus enfant, il va hériter des variables d'environnement de bash, par défaut. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc il y a cette histoire d'héritage. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, il n'y a pas, contrairement à ce qu'on pourrait penser, il n'y a pas vraiment d'environnement global en fait. Vous n'avez pas quelque part sur votre système une zone où est stocké votre environnement global. En fait, c'est local à votre processus. Donc c'est pour ça que, en fait, imaginons que je sois dans ls, donc là j'ai l'environnement j'ai mon environnement, on va le dessiner, j'ai mon environnement dans ls ici. Imaginons que je veux changer la variable, je sais pas moi, alors setenv, imaginons que je fasse setenv home. La variable home, elle pointe sur votre répertoire utilisateur, et que je change et que je veux la mettre dans la racine, par exemple. Bon, là je schématise, hein, mais en général, on utilise la commande, quand on code un programme en C ou en autre langage, on utilise la commande setenv pour changer une variable d'environnement. Dans le shell, c'est un peu différent, hein, on va montrer ça juste après. Imaginons que je fasse un setenv, juste ça change la variable de home en gros. Et bien, la variable de home, elle sera changée uniquement dans l'enfant. Pas dans le parent. Le parent, lui, n'aura aucun moyen de refléter les changements qui seront faits dans les enfants. Donc voilà. Par contre, si ls devait, par je ne sais quelle raison, bon, il n'y a pas vraiment de raison, hein, mais si ls devait lancer une autre commande, je sais pas, on imagine une commande, parce que là, j'ai pas d'exemple pour ls, eh bien, cet environnement modifié serait passé dans l'environnement de commande. Donc on a cette histoire de hiérarchie qui fait que, globalement, c'est comme ça que ça se passe. Donc en général, quand on modifie l'environnement, en fait, on modifie l'environnement de bash qui, du coup, va passer cet environnement modifié à tous les enfants. Voilà, et à les enfants, voilà, les enfants d'enfants, etc. Alors, donc à toutes les étapes, finalement, de l'arbre généalogique, si vous voulez. Et donc après, bon, quand on parle d'environnement plus ou moins global, c'est finalement, vous pouvez imaginer que quand vous avez un ancêtre commun qui est suffisamment éloigné, vous pouvez, par exemple là dans ce cas-là, imaginons qu'on ait plusieurs commandes qui descendent comme ça, on pourrait avoir une autre commande 2, etc. On pourrait considérer que bash est un peu l'environnement global, quoi, dans le sens où c'est de lui que tout part. Bon, on pourrait considérer ça. Mais encore une fois, je veux dire, si je change l'environnement dans bash une fois que le processus a été lancé, il va rien se passer.
ça va rien changer pour les processus qui sont en cours d'exécution. C'est vraiment au lancement que l'environnement est passé. Voilà, j'espère que j'ai été clair là-dessus. C'est pas évident forcément à comprendre. Si vous avez la chance de pouvoir pratiquer, de faire des petits programmes en C par exemple, ou en C++, pour essayer de visualiser un peu ça, je vous conseille. Très pratique. Et ça permet de comprendre en fait pourquoi des fois les changements d'environnement que vous faites ne fonctionnent pas. Donc voilà, donc ça c'est plutôt pas mal. Et si vous voulez savoir un petit peu comment la hiérarchie se passe sur votre système, vous pouvez utiliser la commande pstree qui en fait simplement fait un arbre de processus et en fait trace l'arbre généalogique de vos processus sur le système. Et donc vous constatez que on a du coup un processus par an, donc ça c'est l'ancêtre commun à tous nos processus. En fait, ce qui se passe quand vous êtes sur un système Unix, c'est que vous avez, même de manière générale, c'est qu'en fait, quand vous pouvez gérer plusieurs processus sur votre machine, ce qui est le cas sur tous les systèmes d'exploitation modernes, vous avez ce qu'on appelle un init system, donc un système d'initialisation. C'est le premier processus qui va être lancé sur votre système, et lui va être chargé de coordonner l'exécution des autres processus en fait. Donc là, vous voyez notamment, il lance des trucs genre cron par exemple. Cron, ça permet de planifier des tâches à des moments donnés sur votre machine. Voilà, là, syslogd, c'est par exemple c'est la gestion des logs. SSHD, c'est le serveur SSH grâce auquel je peux me connecter sur la VM actuellement. Et donc, il y a plein de services comme ça qui sont gérés par cet init system global. Et en fait, donc là, on voit le lien de parenté. Alors nous où est-ce qu'on se trouve? En fait, on se trouve ici. Donc là, il y a la session SSH. On a notre processus bash. Et on a pstree. Donc pstree qui est la commande que je viens d'exécuter. Donc au moment où au moment où cet arbre est tracé, du coup pstree est encore en cours d'exécution. C'est pour ça qu'il apparaît. Voilà. Et donc ça, c'est quand même un truc essentiel à comprendre pour l'init system. Je précise simplement, systemd, vous avez sûrement systemd chez vous. Il n'y a pas que systemd pour Linux, comme d'habitude, on a plusieurs options. Moi par exemple, si je vous prends ma distribution à moi, c'est OpenRC que j'utilise, donc ici c'est pas systemd, c'est init, mais vous voyez qu'il y a cette même, alors l'arbre est un peu plus complexe, forcément j'ai des applications qui tournent, genre VirtualBox, Discord, etc., Chrome, voilà, j'ai pas mal de trucs qui tournent, mais vous constatez que c'est la même structure et il y a toujours un ancêtre commun ici. Et donc, je trouve cette visualisation assez géniale, c'est vraiment, vraiment lorsque vous allez avoir votre parent qui va exécuter un processus enfant, vous allez vraiment avoir ce passage d'environnement. Donc ça, c'est vraiment essentiel à comprendre dans la hiérarchie de processus, en fait. Voilà. Ceci dit, maintenant, comment je fais, par exemple, si, on va concrètement le dire, si je veux que ma variable que j'ai créée, donc qui s'appelle toujours, si je dis pas de bêtises, variable, donc j'ai toujours ma variable ici, mais je voudrais la passer dans mon environnement. Je voudrais que les commandes futures puissent avoir variable en environnement. Bon, déjà, c'est pas une très bonne pratique de l'écrire en minuscule. En général, on les écrit en majuscule, mais peu importe, ça c'est quand même valide. Eh bien, j'utilise un built-in du shell, c'est-à-dire une fonctionnalité qui est construite dans le shell, c'est-à-dire que ça ne génère pas ça ne crée pas un nouveau processus quand je l'exécute, qui s'appelle export. Export, donc il y a plusieurs possibilités. Export, je peux directement lui passer un nom de variable qui existe déjà dans mon shell pour l'exporter dans l'environnement. Donc si je fais export variable et que je fais env, vous constatez quoi? Vous constatez que variable a été ajouté dans l'environnement. Voilà, donc ça veut dire que là, si j'exécutais ls, j'exécute là juste qu'il n'y a rien dans mon dossier. Bon, là évidemment, ls ne va rien faire de cette variable, mais ls dispose de cette variable-là. Et d'ailleurs, si j'exécute par exemple, je peux faire un script.sh. Donc ce script, ça va être juste un petit script bash qui va juste faire echo $, variable. On constate que si, du coup, j'exécute la commande bash, donc en mode non interactif, juste pour exécuter un script, juste en rappel, ça c'est l'environnement qu'on a actuellement dans notre session bash, et que je fais bash script.sh, vous voyez que ça m'affiche bien 5. Pourquoi? Parce que j'ai tout simplement exporté cette variable d'environnement. Mais si je ne l'avais pas fait, je vais me connecter en SSH. Là, on est sur un nouveau shell bash. Donc si je fais un pstree, vous constatez qu'on a deux sessions SSH différentes. Donc là, on est sur celle-ci.
Donc vous constatez bien, là c'est vraiment parlant, vous constatez bien qu'on n'est pas sur la même branche. Donc si je fais env, vous constatez que variable, bah, j'ai pas ce changement-là. La variable que j'ai exportée ici dans cette session-là n'est pas présente ici. Et donc si je fais un bash, enfin même si je fais, bon déjà si je fais un bash script.sh, il se passe rien. Si je fais un variable égale 5, donc sans l'exporter, il se passe rien non plus. Pourquoi? Parce que n'étant pas dans l'environnement, elle ne sera pas passée au processus enfant, donc qui lui-même bash, mais qui est lancé en mode non interactif pour exécuter un script. Voilà. Donc si j'exporte, alors c'est passé à l'enfant, tout simplement. C'est juste ça, c'est aussi simple que ça. Et donc export peut exporter une variable qui existe déjà, qu'elle soit, enfin je veux dire si elle est locale au shell, mais elle peut aussi directement exporter une variable en la créant. C'est-à-dire si je fais another par exemple, et que je lui donne 42 comme valeur, et que directement je fais cette assignation ici, ça marche aussi. Voilà, donc on voit, elle doit être quelque part, voilà, another, elle est là. Donc voilà, on a vraiment cette idée-là d'exporter. Donc vraiment, quand vous dites exporter, pensez à exporter dans l'environnement en fait. C'est concrètement ce qui se passe. Vous exportez la variable dans l'environnement. Voilà. Et donc, elle est devenue accessible au processus enfant. Voilà. Donc c'est concrètement ça. Et si vous voulez, par exemple, je sais pas, vous voulez plus qu'une... vous avez plus envie que cette variable d'environnement elle soit 7 par exemple, on va revenir ici. Là si j'exécute mon script ça fonctionne, mais imaginons que je veux enlever variable, je veux arrêter, enfin je veux l'enlever de l'environnement, je peux tout simplement appeler l'utilitaire unset variable. Et vous voyez qu'il n'y a plus rien dans mon environnement puisque variable est tout simplement unset, complètement unset. Si je fais echo variable, vous constatez que j'ai plus de valeur. Voilà. Donc unset ça marche pour tous les types de variables, les variables locales aussi. Mais du coup, si vous voulez enlever quelque chose de votre environnement, vous pouvez utiliser unset. Donc concrètement, vous avez export et unset pour faire vos exportations dans l'environnement ou enlever une variable. Alors je vous reprends juste pour un tout petit aparté, j'ai oublié de mentionner quelque chose d'assez important, vous pouvez lancer un programme en lui précisant des variables d'environnement que vous voulez lui passer à son environnement explicitement via une syntaxe que j'ai pas présentée. Donc par exemple, imaginons que je vais vouloir ajouter je sais pas, une variable qui s'appelle hello et elle apprend 42 en argument. Si je fais hello égale 42 et que je fais rien, on l'a déjà vu, ça va juste définir une variable locale dans l'instance du shell. Et après, il faudrait l'exporter, etc., etc. Mais si je veux juste dire, ok, je veux passer la variable hello qui a pour valeur 42 à l'exécutable machin, par exemple env, je peux juste écrire ça. C'est-à-dire, je fais mes définitions de variables ici, puis j'appelle l'exécutable directement sur la même ligne. Et là, on constate qu'en fait, env, du coup, le processus qui va être lancé, il va contenir hello égale 42 dans l'environnement, mais si je fais env là dans mon shell, donc sans utiliser cette définition de variable juste là, on constate que j'ai pas hello à l'intérieur, puisqu'en fait cette variable là, elle a uniquement été passée dans l'environnement de env. Donc c'est très pratique lorsque vous voulez passer plusieurs variables en fait directement en ligne de commande à votre exécutable, plutôt que directement de faire un export dans bash. Si jamais c'est juste spécifique à un exécutable, vous pouvez simplement vous contenter de faire cet ajustement à ce niveau-là. Voilà, donc je vous conseille, hein, c'est très très pratique. Voilà, je tenais absolument à le mentionner. Une chose supplémentaire que je voulais peut-être illustrer, qui peut être intéressante si vous voulez modifier un environnement, parce qu'en fait on le voit souvent, c'est la commande env. En fait, j'ai parlé de la commande env tout à l'heure, j'ai dit si elle prend pas d'argument, la commande env, elle va tout simplement afficher les variables d'environnement qui sont dans son processus. Pourquoi en fait? Parce que, juste pour peut-être redessiner quelque chose ici, là quand j'ai mon bash qui va exécuter, je dessine pas droit, c'est terrible, qui va exécuter env, donc c'est un processus séparé, généralement. Donc il va lui passer, donc on imagine comme tout à l'heure, il va lui passer son environnement. Et donc env, si env n'a pas d'argument, il va écrire tout ce qu'il y a dans l'environnement.
Mais si env, on lui passe un argument, donc typiquement, si je faisais env ls racine, donc env va prendre l'argument et les... pardon, le nom de la commande et les arguments qu'on lui donne après, et il va faire quoi? En fait, il va lui-même générer un processus enfant qui va s'appeler, donc qui va être ls racine. Voilà. Et donc, cet environnement va être passé à ls racine. Mais donc, l'environnement de env. Et en fait, env, la particularité, c'est que vous pouvez lui passer des paramètres qui permettent de modifier cet environnement à cette étape-là. Mais du coup, ça permet en fait que Bash n'a pas besoin nécessairement de modifier son environnement d'abord. Vous avez env qui va faire le rôle d'intermédiaire. Je sais pas si c'est clair. Quand je vois ce schéma, j'ai pas l'impression. Mais bon, voilà. En gros, c'est l'idée que vous avez derrière. Et c'est pour ça que vous verrez souvent env utilisé. Alors notamment, un truc intéressant, c'est env-i. Env-i, qu'est-ce que c'est? Env-i, si vous allez voir le man, hein, c'est simplement pour ignore environment. C'est juste, ça permet de lancer votre processus sans environnement. C'est-à-dire il n'y a pas de variable. Si je fais env-i, env, en fait, on constate que j'ai rien affiché. Alors juste, je vais peut-être remettre ça pour illustrer ce qui se passe, parce que ça, c'est env dans env, en fait. Mais si j'exécute env, si j'exécute env, et que je lui dis exécute env, env va exécuter env, mais comme le dernier env est exécuté sans argument, en fait, il va faire ce que fait env sans argument, c'est-à-dire afficher son environnement. Du coup, quand je fais ça normalement, c'est comme si je faisais env tout seul, en fait. Parce qu'il se passe le même environnement, en fait, les deux. Sauf que quand je fais env-i et qu'après j'exécute env, forcément, j'ai plus rien dans mon environnement, donc env n'affiche rien. Voilà. Donc, env reflète les changements d'environnement. Voilà. Et donc là, par exemple, on voit, on a une option, donc -u, -unset, par exemple. C'est intéressant. Imaginons que j'ai, par exemple... donc là, je regarde ce que j'ai dans mon env. Imaginons que je veux enlever la variable shell, et que je fais donc env-unset égale shell. Je crois que c'est comme ça qu'il faut le faire. Et que je fais env derrière. On constate que, eh bien, env a exécuté la commande env, mais entre-temps, donc l'étape que je décrivais juste là, entre-temps, elle a tout simplement enlevé la variable shell. Voilà, donc la modification s'est faite, c'est pas bash qui a reflété ces changements, mais c'est env qui a joué le rôle d'intermédiaire et qui a fait les changements. Voilà, je sais pas si c'est clair. Donc, voilà un petit peu, il y a d'autres options que vous pouvez regarder, mais globalement, unset, unset et -i, c'est souvent ce qui peut être utilisé. Voilà. Donc c'est globalement le principal pour les variables d'environnement. Si vous savez ça, vous avez compris, je pense, l'essentiel de comment vous allez pouvoir manipuler des processus et l'environnement en tout cas l'environnement qui est local à ces processus. Voilà. Donc, je pense que c'est une bonne introduction aux variables d'environnement. Maintenant, je vais finir cette vidéo juste avec, finalement, vous donner une solution à votre problème qui est peut-être le problème le plus fréquent. C'est comment je fais si j'ai envie de changer une variable d'environnement dès que je lance mon shell, par exemple. Si j'ai envie que ces changements soient, entre guillemets, permanents. Comme il n'y a pas de variable d'environnement globale, et comme il n'y a pas de zone où globalement sont stockées les informations, comment je fais pour changer globalement des informations qui auraient besoin d'être changées? Genre par exemple la variable path. Alors, du coup, vous avez sûrement déjà vu un petit peu si vous avez regardé la vidéo sur la variable path. Mais du coup, comment je fais? En fait, ce que je fais, c'est que j'utilise une fonctionnalité de bash qui permet d'exécuter des commandes lorsque bash est lancé pour la première fois. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en général, on utilise quoi? On utilise bashrc. C'est que là, vous voyez, j'ai un bashrc, et vous voyez que j'ai des choses décrites là-dedans. Vous voyez que j'exporte une variable qui s'appelle terme. Donc pour tout simplement, ça c'est pour juste que ça fonctionne bien avec mon terminal quand je suis connecté en SSH. Vous voyez que j'ai des commandes type un alias pour que ls affiche des couleurs. Vous voyez que j'ai un ps1 custom, donc un ps1 c'est pour le prompt. Vous voyez que j'ai juste un $var, j'ai simplifié un petit peu. Et j'ai une modification de la variable path, donc ça c'était ce qu'on avait fait dans la vidéo sur la variable path. Je modifie cette variable path pour inclure le chemin localbin, vous voyez?
Donc voilà. Et donc ça, c'est fait, en fait. Quand est-ce que tout ça est exécuté? On peut le visualiser. Si je fais echo, si je rajoute un echo hello world, enfin hello from bashrc, et que j'exécute ça, et que je lance une nouvelle session bash, vous constatez que, en fait, voilà, c'est exécuté dès que je lance une session bash. Voilà. Tout simplement. Et donc, en fait, dès que je lance un shell bash, ces modifications d'environnement, elles sont immédiatement reflétées, puisque j'exporte les variables d'environnement que je veux exporter à ce moment-là. Je change leur valeur, etc., etc. Donc, c'est la solution, en fait, pour avoir des changements, entre guillemets, persistants, c'est de les appliquer, en fait, à chaque fois que vous ouvrez une session. C'est concrètement ce qui se passe. Comme ça, toutes les commandes que vous utilisez auront, sauf si vous décidez sauf si vous en décidez autrement, auront cet héritage d'environnement-là. Juste une précision, je vais pas trop épiloguer là-dessus parce que ça va allonger la vidéo pour rien, mais en fait, ces fichiers-là, donc juste RC, c'est pour, en général, vous trouvez souvent ce préfixe sur beaucoup de fichiers qui ont cette vocation-là, à exécuter des commandes dès que ça se lance, c'est pour Runnable Command. En fait, c'est vraiment dans l'idée, on lance des commandes au moment où on lance le bash, ou ça peut être autre chose, hein. Par exemple, si vous utilisez Vim, vous savez que le fichier de configuration, c'est vimrc. Voilà. Il y a ça pour plein de choses. Donc, voilà, et une précision, c'est que vous pourrez sûrement remarquer, c'est qu'en fait, il n'y a pas que bashrc comme fichier en réalité qui peut être utilisé pour ça. Vous avez souvent la différence entre bash profile et bashrc. Donc en fait, là j'ai un bash profile normalement aussi. Vous voyez? Donc en fait, c'est deux fichiers différents. Et ce qui va se passer, c'est qu'en fait, on a, pour simplifier les choses, en fait, on a deux formes de shell, en tout cas deux manières de les lancer. On a les shells normaux, donc ceux que, là par exemple, quand je fais bash, je les exécute de manière classique. Mais on a ce qu'on appelle aussi des login shells. Des login shells, c'est notamment lorsque, par exemple, vous êtes sur la ligne de commande, que vous vous identifiez avec vos identifiants sur le système, et que votre shell se lance. Ça, c'est un login shell. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que le login shell, il va exécuter le code qui est dans bash profile, et non pas le code qui est dans bashrc. Alors moi, ce que je fais, et ce qui est souvent fait, c'est qu'en fait, j'exécute, je source ce qui est contenu dans bashrc, donc ce qui va donc diffuser les changements du bashrc dans mon environnement, lorsque je fais mon bash profile. Donc en fait, peu importe que ce soit un login shell ou pas, en réalité, j'exécute mon bashrc. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que quand je vais avoir un login shell, et notamment si vous utilisez des outils comme Termux pour split votre terminal comme ça, c'est un login shell qui est utilisé. Là, on voit le hello from bashrc parce que j'exécute mon bashrc depuis mon login shell. Mais regardez, si je fais un bash profile, donc ce que je vais faire, c'est que je vais juste commenter ces lignes-là. On va commenter ça, tac. Et si je fais du coup ici juste un echo login shell, je vais juste, voilà, juste retirer Termux. Si je relance Termux, vous constaterez que voilà, j'ai plus du tout les changements de prompt que j'avais appliqués, parce que c'est plus mon bashrc qui est invoqué, et c'est bien le bash profile, login shell. Vous voyez, il écrit login shell. En revanche, si j'exécute juste un autre processus bash, vous constatez que c'est le bashrc qui est utilisé. Simplement parce que c'est pas les mêmes formes de shell bash. Pour Termux, il utilise un login shell par défaut, je connais pas la raison, mais c'est juste comme ça. Et si vous voulez, vous pouvez même forcer le login en faisant bash-login si vous voulez vraiment explicitement lancer une session en tant que login shell. Mais comme j'ai précisé, en fait, en général, on source le bashrc dans le bash profile parce qu'on ne veut pas avoir à maintenir deux versions différentes. Mais certains systèmes administrateurs peuvent avoir envie, pour des raisons qui leur sont propres, de maintenir deux versions différentes. Voilà un petit peu. Je précise également que, on va s'arrêter là-dessus parce que ça va faire beaucoup, je mettrai un lien de la documentation qui explique clairement dans quel ordre c'est considéré, etc. Vous avez dans etc, vous avez profile, tac. Voilà, donc ça typiquement c'est le code qui est exécuté lorsque vous êtes sur un login shell. En fait,
Ça va être le code qui va être exécuté en premier lieu. Donc en gros, ce qu'il fait, c'est qu'il va exécuter notamment tous les scripts qui sont présents dans etcprofile.d. Il va exécuter tout ça. Et en fait, ça, c'est du code, enfin, c'est du script bash qui est exécuté lorsque vous avez un login shell. Et ça, c'est exécuté au niveau... Enfin, je veux dire, ça, c'est un fichier que vous retrouvez dans etc. Donc, en fait, ça, c'est généralement changé par les administrateurs système pour refléter, enfin, pour appliquer ces changements sur tous les login shell de tous les utilisateurs. Tandis que là, quand je change mon bashrc, donc oui, c'est un fichier qui s'appelle .bashrc. Donc, c'est un fichier caché, c'est pour ça qu'il y a un point devant. Ou .bashprofile. Vous voyez qu'il est dans mon répertoire. Quand je fais ça, c'est comme si je faisais ça avec la variable home. En fait, vous constatez que c'est dans mon répertoire à moi. C'est local à mon shell à moi. Mais il y a moyen de configurer avec avec etcprofile, il y a moyen de configurer ça au niveau du système lui-même, donc notamment de faire des exports de variables d'environnement au niveau système avec ce fichier-là. Ou il y a aussi même bash.bashrc, qui est le code qui est exécuté en fait lorsque vous avez un shell qui n'est pas un login shell. Et notamment, là, il y a un truc intéressant, je parlais dans une vidéo précédente, c'est là par exemple, il active, vous savez, la fonctionnalité qui fait que, vous voyez, si j'ai le package command not found activé, il va m'afficher en fait cette aide-là en me disant, tiens, il y a telle commande qui pourrait convenir, etc. Ça, vous voyez, c'est ce code-là qui en fait est exécuté d'abord, il est exécuté, puis il y a mon bashrc personnel qui est exécuté après ce bashrc-là, qui est défini au niveau du système. Et du coup, c'est pour ça que j'ai ce genre de prompt. Vous voyez, parce qu'il y a ce code-là qui a fait la jonction à un moment donné. Voilà. Donc c'est assez intéressant de constater ça. Ça, c'est plus pour tout ce qui est sysadmin, etc. Bon, là, ça fait une petite trentaine de minutes qu'on est dessus. On va peut-être s'arrêter là. Je vous mettrai encore une fois les liens qui expliquent plus en détail. Mais en gros, pour tout ce qui est large, enfin tout ce qui est local, c'est dans votre répertoire courant, comme d'habitude. Et tout ce qui est centralisé pour tous les utilisateurs du système, c'est dans etc. Profile pour les login shell et bash.bashrc pour les non-login shell. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura éclairé sur les variables d'environnement. J'espère que ça aura été clair. N'hésitez pas à me le faire savoir encore une fois, comme d'habitude, dans les commentaires. Voilà, je serai ravi de vous lire. Je vous dis à la prochaine.